et dites à Dimitri qu'Alexander Rossi lui présente ses salutations. » Ils partirent, vite, sans ajouter un mot, enjambant la porte brisée, avant de disparaître dans le couloir. Émilie resta debout au milieu des décombres de son appartement, tremblante, tentant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Les hommes d'Alexander se déplaçaient efficacement dans la pièce, inspectant les chambres, sécurisant les lieux. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. L'un d'eux s'approcha d'Alexander et lui parla trop bas pour qu'Émilie puisse entendre. Alexander hocha une seule fois la tête. Puis il vint vers elle et toute son attitude changea. L'autorité froide disparut, remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de l'inquiétude. « Vous êtes blessé ?» Ses mains parcoururent ses bras, ses épaules, vérifiant avec une douceur surprenante qu'elle n'avait rien. « Ils vous ont fait du mal, ils vous ont touché. »« Ça va », parvint à dire Émilie même si sa voix tremblait. « Ils allaient le faire mais vous êtes arrivés à temps. 4 minutes. Vous aviez dit 4 minutes. » « J'étais tout près. Assez près pour que, quand votre message est arrivé, je sois déjà à 2 rues d'ici. J'ai quelqu'un qui surveille votre immeuble depuis l'incident au café. » Il vit son expression. « Pour votre protection, pas pour vous espionner. » J'avais le sentiment qu'il risquait de passer à la vitesse supérieure. L'un de ces hommes apparut avec une couverture et la tendit à Alexander. Il l'enroula autour des épaules d'Émilie. Elle n'avait pas réalisé qu'elle grelottait avant que la chaleur ne l'enveloppe. « Émilie, écoutez-moi bien. » Les mains d'Alexander restèrent posées sur ses épaules, la stabilisant. « Vous ne pouvez pas rester ici. Ces hommes vont faire un rapport à leur organisation. Même avec l'argent que j'ai payé et l'avertissement que je leur ai donné, il pourrait y en avoir d'autres qui ne comprendront pas le message. Vous n'êtes pas en sécurité ici. »« Mais c'est chez moi, » murmura Émilie. « Où suis-je censée aller ?»« Avec moi, juste pour cette nuit, » ajouta-t-il rapidement. « Juste le temps d'être certain que tout est vraiment réglé et que vous êtes en sécurité. J'ai un endroit sécurisé. Vous aurez votre intimité. Demain matin, nous verrons quoi faire ensuite. » « Ma mère... » La panique submergea Émilie. « Elle est au Boston General Hospital. Et s'ils s'en prennent à elle? Et s'ils essaient de lui faire du mal pour m'atteindre ?» Les mains d'Alexander se resserrèrent sur ses épaules. « Votre mère est Sarah Grant, actuellement soignée pour un cancer du sein au Boston General, c'est bien cela ? » « Comment savez-vous ça ? » « Je me fais un devoir de connaître les gens que je tiens à protéger. Votre mère sera en sécurité. Je vais immédiatement placer une surveillance devant sa chambre d'hôpital. Discrète, mais efficace. Personne ne l'approchera. Mais vous devez venir avec moi maintenant. Pouvez-vous me faire confiance pour vous garder toutes les deux en sécurité ? » Émilie plongea son regard dans ses yeux brun foncé et n'y vit rien d'autre que de la sincérité. Cet homme dangereux qu'elle connaissait à peine, venait de payer 50 000 $ pour lui sauver la vie. Il avait amené ce qui ressemblait à une armée privée pour la secourir. Et maintenant, il lui proposait de protéger sa mère. Pourquoi ? La question sortit dans un souffle à peine audible. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» L'expression d'Alexander s'adoucit. « Parce que vous avez demandé de l'aide, parce que personne ne mérite ce que ces hommes allaient vous faire. Parce que je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Il marqua une pause. « Est-ce une raison suffisante pour le moment ? » Non, cela n'expliquait rien. Mais Émilie était trop effrayée, trop épuisée, trop submergée pour insister. Elle hocha la tête. « Bien. Mes hommes vont récupérer vos affaires importantes. Dites-nous ce qu'il vous faut. » Le tableau près de la fenêtre. Il appartenait à mon père. Et les albums photos dans mon placard. Et la boîte à bijoux de ma mère. « Vous l'avez entendu, » dit Alexander à son équipe. Ils se mirent aussitôt en mouvement, rassemblant les objets avec soin, tandis que d'autres prenaient des photos de la scène. 10 minutes plus tard, Émilie était guidée dans l'escalier, la main d'Alexander posée fermement au creux de son dos. Sa présence était la seule chose qui la maintenait debout. Quand ils débouchèrent dans la rue, Émilie vit 5 SUV noirs alignés, bloquant toute la chaussée.
Des voisins s'étaient massés aux fenêtres, mais restaient à l'intérieur. Personne ne voulait être mêlé à ça. Alexander ouvrit lui-même la portière arrière du SUV du milieu et aida Émilie à monter. L'intérieur était luxueux, siège en cuir, climatisation parfaite, même l'air semblait sentir l'argent. Il s'installa à côté d'elle. La portière se referma dans un bruit lourd et rassurant. À travers les vitres teintées, Émilie regarda son immeuble, son chez elle depuis 3 ans, s'éloigner, tandis qu'il démarrait. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. « Dans un endroit sûr. Un endroit où vous pourrez vous reposer sans avoir peur. » La voix d'Alexander était douce. « Je vous le promets, Émilie, vous êtes en sécurité maintenant. » Émilie s'adossa au siège, l'épuisement s'abattant sur elle d'un coup. Ses paupières se fermèrent peu à peu. La dernière chose qu'elle sentit avant que le sommeil ne l'emporte fut une chaleur déposée sur elle, la veste de costume d'Alexander venant recouvrir la couverture. « Ramenez-nous à la maison » l'entendit-elle dire doucement. « Et appelez avant notre arrivée. Dites à Teresa que nous avons une invitée qui a besoin d'attention. » La maison. Émilie n'en avait plus vraiment, mais tandis que sa conscience s'effaçait, elle se dit que ce n'était peut-être pas si grave, au moins pour cette nuit. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux couleur champagne douce dorée et totalement inconnus. Les yeux d'Émilie s'ouvrirent lentement, la confusion brouillant ses pensées avant que les souvenirs ne reviennent d'un seul coup. L'effraction. Les hommes. Alexander arrivant avec une protection armée. Le trajet à travers les rues sombres. Elle se redressa brusquement observant ce qui l'entourait. La chambre était belle, d'une élégance discrète. Des murs crème, des meubles raffinés qui semblaient anciens mais soigneusement entretenus, une banquette sous la fenêtre donnant sur ce qui ressemblait à un jardin privé en contrebas. Le tableau de son père était accroché au mur en face du lit, parfaitement fixé comme s'il avait toujours été à sa place. La boîte à bijoux de sa mère reposait sur la commode, à côté de photos encadrées venues de son appartement. Quelqu'un avait déballé sa vie avec précaution. Émilie portait les mêmes vêtements que la veille, froissés et imprégnés d'une légère odeur de peur. Sur la chaise près du lit étaient posés des vêtements propres, un pantalon gris et un chemisier corail, tous deux encore munis de leurs étiquettes et tous deux semblant être exactement à sa taille. Avant qu'elle puisse assimiler quoi que ce soit, on frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Grant ?» Une voix de femme plus âgée et chaleureuse. « Vous êtes réveillée, puis-je entrer ?»« Oui », réussit à répondre Émilie, la gorge sèche comme du sable. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 60aine d'années aux cheveux sombres striés d'argent, relevés en un chignon impeccable. Elle portait des vêtements simples mais de qualité et un sourire sincère. Dans ses mains, un plateau avec de l'eau, du jus d'orange et des toasts. « Bonjour, je suis Teresa. Je m'occupe de la maison de Monsieur Rossi. » Elle posa le plateau sur la table de chevet. « Je me suis dit que vous auriez peut-être soif en vous réveillant. Comment vous sentez-vous ?»« Je ne sais pas, » répondit Émilie avec honnêteté. « Perdue, effrayée. Où suis-je exactement ?»« Dans la résidence privée de Monsieur Rossi à Beacon Hill. Vous êtes parfaitement en sécurité ici, je vous le promets. Cet immeuble dispose d'un excellent système de sécurité. » Teresa versa de l'eau dans un verre en cristal et le tendit à Émilie. « Buvez, ma chère, vous en avez l'air d'avoir besoin. » Émilie but avec reconnaissance l'eau fraîche apaisant sa gorge desséchée. Quand elle eut fini, la panique la frappa comme un coup physique. « Ma mère, elle est au Boston General Hospital. Est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce que ces hommes... » « Votre mère est parfaitement en sécurité, » dit Teresa avec douceur en s'asseyant au bord du lit. Plus qu'en sécurité en réalité. Monsieur Rossi l'a fait transférer tôt ce matin au Massachusetts General Hospital. Les installations y sont bien meilleures. Elle a maintenant une chambre privée et une oncologue personnelle qui supervise ses soins. Le docteur Catherine Wells, l'une des meilleures de la ville. Tous les frais sont pris en charge et une infirmière reste auprès d'elle jour et nuit. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Il a déjà fait tout ça, ça ne fait que quelques heures. Monsieur Rossi est très efficace lorsqu'il décide d'aider quelqu'un.
Votre mère est installée confortablement, son traitement se poursuit sans aucune interruption, et on lui a dit que son assurance avait enfin approuvé l'amélioration de sa prise en charge. Elle n'a besoin de se soucier de rien, sauf de guérir. Les larmes débordèrent. Émilie ne pouvait plus les retenir. 6 mois à porter un poids impossible. 6 mois à se noyer lentement. 6 mois à avoir si peur et à se sentir si seule. Et soudain, quelqu'un venait de tout soulever. Le soulagement, la gratitude et une émotion écrasante lui traversèrent la poitrine. Teresa sortit un mouchoir et tapota l'épaule d'Émilie avec une douceur maternelle. La voilà. Vous avez le droit de pleurer, ma chérie. Vous avez traversé une épreuve terrible. Laissez sortir tout ça. Émilie pleura pendant plusieurs minutes, tandis que Teresa restait assise à côté d'elle, une main dessinant de doux cercles dans son dos. Quand les larmes finirent par se calmer, Émilie s'essuya les yeux et prit une inspiration tremblante. Je suis désolée. D'habitude, je ne m'effondre pas comme ça. Vous n'avez pas à vous excuser. On vous a attaqué chez vous. N'importe qui serait bouleversé. Teresa se leva et désigna les vêtements. Pourquoi ne pas prendre une douche et enfiler quelque chose de propre? La salle de bain est par cette porte. Prenez votre temps. Quand vous serez prête, monsieur Rossi aimerait vous parler. Il attend depuis l'aube pour s'assurer que vous allez bien. La salle de bain était aussi luxueuse que la chambre. Des surfaces en marbre, une douche assez grande pour 3 personnes, des serviettes si épaisses et douces qu'elles semblaient faites de nuages. Émilie resta longtemps sous l'eau chaude, la laissant emporter la peur et la saleté de la nuit précédente. Les vêtements lui allaient parfaitement. Le chemisier corail était d'une couleur qu'elle n'aurait jamais choisie pour elle-même, mais qui d'une certaine façon mettait sa peau en valeur. Elle se sécha les cheveux, les attacha en une simple queue de cheval, puis étudia son reflet. Elle avait l'air différente, changée d'une manière ou d'une autre par tout ce qui s'était passé. Quand elle sortit, Teresa l'attendait dans le couloir, avec un autre sourire chaleureux. « C'est beaucoup mieux. Venez, je vais vous conduire à monsieur Rossi. » L'appartement était immense. Pas tape à l'œil, mais spacieux, d'une façon qui parlait d'une fortune sérieuse. De hauts plafonds, des parquets en bois massif, des œuvres d'art qui semblaient originales. Elles passèrent devant une salle à manger formelle, un bureau aux murs couverts de livres, une cuisine qui aurait fait pleurer n'importe quel chef. Enfin, Teresa la mena jusqu'à un vaste salon aux fenêtres allant du sol au plafond et donnant sur la ville. Alexander se tenait près de ces fenêtres, habillé simplement d'un jean sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées. Ses cheveux étaient légèrement humides. Lorsqu'il se tourna à leur approche, Émilie vit les cernes sous ses yeux. Il n'avait pas dormi. Émilie. Il prononça son nom avec un soulagement visible. « Comment vous sentez-vous ?»« Mieux. Merci pour les vêtements et pour ma mère. » Sa voix se brisa. « Teresa m'a dit ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment vous remercier. » « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis heureux que vous soyez en sécurité. Voulez-vous du café? Quelque chose à manger? Un café serait merveilleux. Je vais apporter une cafetière fraîche, dit Teresa, avant de disparaître vers la cuisine. Alexander désigna le canapé. Je vous en prie, asseyez-vous. J'imagine que vous avez des questions. Émilie s'installa sur le canapé couleur crème, les mains serrées sur ses genoux. Alexander prit un fauteuil en face d'elle, gardant une distance respectueuse. « J'ai beaucoup de questions, » admit Émilie. « Que va-t-il se passer maintenant? Ces hommes d'hier soir, les Russes dont vous avez parlé, est-ce qu'ils vont vraiment me laisser tranquille ?» L'expression d'Alexander devint grave. « Les hommes d'hier soir, les collecteurs locaux ne vous dérangeront plus. Cependant, l'organisation plus vaste pour laquelle ils travaillent est plus compliquée. » « Quelle organisation ? » La Bratva, le crime organisé russe. Ils étendent leur activité à Boston depuis quelques années. L'une de leurs stratégies consiste à pratiquer le prêt prédateur. Ils ciblent des personnes désespérées qui ne peuvent pas obtenir de prêt légitime. Ils proposent de l'argent avec des conditions impossibles, sachant très bien que les emprunteurs ne pourront jamais rembourser. Ensuite, ils utilisent cette dette comme moyen de pression. Émilie eut l'estomac retourné.
Un moyen de pression pour quoi? Pour obtenir des informations, des accès, parfois du travail. Il transforme les gens désespérés en ressources exploitables. Une serveuse dans un café fréquenté, par exemple, peut entendre des conversations utiles, voir qui rencontre qui, peut-être glisser quelque chose dans le verre de quelqu'un. Ils ne vous recrutent pas immédiatement. Ils font grossir votre dette, lentement, augmentent la pression, jusqu'à ce que vous soyez assez désespéré pour faire tout ce qu'ils demandent. Ils allaient m'obliger à faire du mal à des gens. Émilie eut la nausée. À terme, oui. Les 3 hommes qui sont entrés de force dans votre appartement accéléraient le processus parce que j'étais intervenue au café. Ils voulaient établir leur contrôle avant que je puisse compliquer davantage les choses. Je voulais juste aider ma mère, je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas, vous étiez désespéré et vous essayiez de sauver quelqu'un que vous aimez. Ils s'attaquent précisément à ce genre de vulnérabilité. Alexander se pencha en avant. Émilie, les collecteurs locaux ont été réglés. L'argent que j'ai transféré vous a donné un peu de répit. Mais l'organisation russe est toujours active à Boston. Ils savent désormais que vous êtes lié à moi, ce qui complique les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas reprendre votre routine normale pour l'instant. Pas tant que nous ne serons pas certains qu'ils ont complètement reculé. J'ai déjà contacté le Morning Brew. On leur a dit que vous êtes en congé familial pour raison médicale à cause de l'état de votre mère. Votre poste est protégé. Émilie assimila lentement cette information. Pour combien de temps? Quelques semaines peut-être. Moins si les négociations se passent bien. Je sais que ce n'est pas idéal, mais votre sécurité doit passer avant tout. Teresa revint avec du café, de la crème et du sucre. Émilie prépara sa tasse avec des mains tremblantes, reconnaissante d'avoir quelque chose de familier sur quoi se concentrer. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda Émilie d'une voix basse. « Vous me connaissez à peine. » Alexander resta silencieux un moment, choisissant soigneusement ses mots. « Je viens dans ce café depuis 6 mois, à la même heure chaque matin. Savez-vous pourquoi ? Pour le café ? » L'ombre d'un sourire. « Le café est médiocre au mieux. Je venais pour vous, Émilie. Je vous observe depuis des mois. La façon dont vous enchaînez les doubles services sans vous plaindre, la façon dont vous restez gentille avec les clients difficiles, même lorsque vous êtes épuisé, j'ai vu votre courage et votre force. Quand vous avez demandé de l'aide hier soir, je n'ai pas pu l'ignorer. » Le cœur d'Émilie se mit à battre plus vite. « Vous dites que vous avez des sentiments pour moi ? » Je dis que je vous respecte. Je dis que vous regardez lutter contre des obstacles impossibles m'a donné envie de vous aider. Quand ces hommes vous ont menacé, quelque chose en moi a décidé que vous étiez sous ma protection.